Bonjour, Monsieur Mosi. Vous avez été plusieurs fois cité, et pas pour le bien, dans le livre du général de brigade de Guigana, qui vient de sortir, où il vous accuse de certaines choses, notamment sur la mort du président Dadaï, que vous seriez une des personnes qui l'ont mal accueilli quand il ramenait le président Melchior Dadaï au Camorra. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Vous avez été à sa conférence publique à l'ULB, vous avez lu le livre. Que pensez-vous de ce livre? Ok, merci. Oui, effectivement, moi maintenant je suis Alfred Moziza et je suis colonel à la retraite et j'habite en Australie. J'ai appris de ce livre et puis je l'ai acheté et je l'ai lu. C'est un livre à la fois étonnant, à la fois intéressant parce que contient beaucoup d'informations qu'on ne savait pas jusqu'à ce jour. Mais à la fois aussi, c'est un livre diffamatoire. C'est vraiment diffamatoire et je pense que ce auteur a une grande responsabilité. Quelle est l'information majeure que vous avez apprise dans ce livre? Par exemple, pour commencer par ça. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas? Mais l'information majeure que j'ai apprise dans ce livre, c'est la première fois que nous apprenons que le lieutenant Rugigana, qui était à l'époque, est allé en mission au palais du président de la République sans troupes. On ne savait pas du tout. Mais il écrit noir sur blanc que ce jour, il a eu l'ordre de son commandant de bataillon, le major Isaïe Nibizi, qui lui a donné un ordre clair. Il lui dit, allez avec votre escadron, renforcer la sécurité du palais, et puis il faut barrer tous les accès au palais du président de la République. Le lieutenant Rugigana a respecté l'ordre à ses chefs de peloton. Il en avait trois pelotons, c'est-à-dire 12 véhicules blindés et 6 jeeps éclairés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces armes parce que, vous savez, mais c'est une unité de feu extrêmement importante. Il en avait 15 au lieu de 12 parce qu'il a eu peut-être un renfort d'autres blindés, mais il y en avait 15. C'est-à-dire qu'il avait 36 mitrailleuses, 15 lourdes, et il avait 24 armes anti-chars. Ça veut dire qu'il pouvait tirer 24 fois sur des chars de combat et les détruire. Et il est parti au palais avec son seul véhicule. Parce qu'il écrit, je cite, il écrit que les chefs de peloton, les 3 chefs de peloton ont refusé ses ordres. Pourquoi ils ont refusé les ordres? Justement, ça, il n'écrit pas. Il n'écrit pas, il ne décrit pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est bizarre et très dangereux, c'est qu'il est parti seul. Normalement, puisqu'il voyait que les chefs de peloton ont refusé l'ordre, il devait venir dire à son commandant de bataillon que sa troupe a refusé les ordres. Donc le commandant de bataillon pouvait changer la tactique ou faire quelque chose d'autre. Mais lui, il a préféré partir. Mais très grave encore, il est parti en tête de colonne
des assaillants qui allaient attaquer le palais. Il le décrit lui-même. Son véhicule était devant, les camions venant du bataillon des parachutistes et du bataillon des blindés. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Ces informations, nous n'avions jamais entendu cela. Mais son livre a l'avantage de nous apprendre cela. Alors, la grande diffamation, c'est laquelle? La grande diffamation, c'est quand il dit que j'étais au Camorra. Moi, je n'ai jamais été dans l'intimité ce jour-là. Jamais. Donc, tout ce qu'il raconte après cela, tout ce qu'il raconte sur ma personne, c'est faux. Parce que je n'ai pas été là-bas. Donc, je n'aurais pas fait puisque je n'étais pas là-bas. Et cela, ça peut être témoigné par beaucoup d'officiers, dont notamment son commandant de bataillon Nibizi, Major Nibizi, qui est encore vivant. Il peut le dire. Mais d'autres officiers aussi étaient là, des hommes de troupes, des sous-officiers. Beaucoup de gens peuvent le témoigner. Je n'étais pas là. Moi, j'étais avec d'autres officiers au mess des autres. Voilà. Et alors, la diffamation, c'est qu'il le dit avec... Il se déchaîne avec frénésie sur ma personne, avec un langage haineux. Donc, avec d'autres officiers aussi, il parle d'autres officiers, c'est pas moi uniquement, c'est d'autres officiers, mais moi en particulier. Pourquoi le président n'a pas été déplacé du palais alors que l'état-major avait communiqué au ministre de la Défense à l'époque, qui était au conseil des ministres ce soir-là, lui disant qu'il y a un risque de coup d'État, qu'il faudrait mettre le président en sécurité ailleurs qu'au palais pour que l'état-major puisse gérer la crise qui arrivait. Pourquoi le président a été maintenu au palais sans qu'il y ait en plus une protection supplémentaire pour le protéger? J'ai entendu parler de ça, on appelle ça tactique. On peut décider de déplacer le président, on peut le faire, mais ce sont des mesures qui sont données par l'état-major. Mais j'ai entendu que ce jour-là, on avait dit au président de ne pas être au palais. Mais c'est ce que j'ai entendu ça, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas... Mais normalement... Dans une interview que j'avais fait avec le colonel Jean-Michel à l'époque, qui m'avait répété cela, effectivement. Oui, moi aussi j'ai entendu le colonel Jean-Michel vous dire cela, mais il a dit ça que normalement il s'attendait que le président ne soit pas là. Mais je ne sais pas pourquoi il était là. Mais normalement aussi, le président... On le protège dans son palais. Où est-ce que vous voulez qu'on le mette? Même s'il allait quelque part ailleurs, il faut le protéger là où il est. Donc, je ne pensais pas qu'il était au palais. On renforce, comme le major Nilis l'avait dit, on renforce la sécurité, on renforce la garde, on renforce. Mais même s'il allait quelque part ailleurs, il faut qu'il soit protégé là où il est. Je pense que la chose qui ne s'est pas passée, il n'a pas été protégé. Il y a eu faillite. D'ailleurs, la faillite est là, puisque déjà l'escadron blindé ne s'est pas déplacé pour venir protéger le chef de l'État.